Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Vidéo particulière parce que nous vivons, en tout cas à mon sens, une période assez particulière par rapport au fameux film Avengers Endgame et l'épisode numéro 3 de la série Game of Thrones, enfin le Trône de Fer pour parler en français. Alors à la base, comme d'habitude, vous vous doutez bien que dans mes journées, dans ma vie, je regarde pas que Dragon Ball, je regarde beaucoup de choses, etc. Mais je ne vous en parle pas vraiment sur ma chaîne YouTube, ou des fois un petit tweet, mais vite fait ou quoi. Mais là j'ai trouvé le moment vraiment spécial, mais en même temps, j'avais pas envie de dédier une vidéo pour Avengers Endgame et une vidéo pour le Trône de Fer, épisode 3, saison 8, etc. Je trouvais ça lourd à faire pour moi et également lourd à écouter pour vous. Je me suis dit, je vais vous partager une petite vidéo en deux parties, une partie sur Avengers, une partie sur le Trône de Fer. Ça sera une vidéo 100% spoiler et désolé s'il y a un bruit de fond parce qu'il y a un voisin qui est en train de faire des travaux, je sais pas trop quoi. Donc vous êtes prévenus en tout cas pour les spoilers, ne soyez pas étonnés, etc. Vous êtes largement prévenus. Première partie dans laquelle je vais vous dire pourquoi j'ai été agréablement convaincu par le fameux film Avengers Endgame. Et en deuxième partie, je vais vous dire pourquoi malheureusement, à mon grand regret, parce que je suis fan, j'ai été globalement déçu par l'épisode numéro 3 de la saison 8 de Trône de Fer. Je vais vous expliquer tout ça. Alors pour commencer, le cas Avengers Endgame, on va l'appeler Endgame, ça ira plus vite, eh bien je pense que comme beaucoup de monde, quand j'ai checké un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai été bien content du film. Il y a quand même quelques personnes qui sont totalement insatisfaites, je respecte tout à fait, mais bon, je vois pas à mes yeux, subjectivement, je vois pas de quoi être déçu ou insatisfait de Endgame, sincèrement, le film est très bon à mes yeux. Mais en même temps, je comprends les critiques qui disent que Infinity War est meilleur que Endgame, et je suis d'accord en fait avec ça. Mais le truc c'est que le jour même où j'avais vu Infinity War quand je suis sorti du cinéma, eh bien je me disais déjà que Infinity War serait le meilleur Marvel de tous les temps limite, tu vois. Et au final, Endgame m'a fait un petit peu douter, les trailers, etc. J'ai vu Endgame qui a été quand même une assez belle claque, il faut le dire, mais restant en dessous de son prédécesseur. En même temps, j'aimerais rappeler une chose, c'est que les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ça soit dans l'industrie du film, du cinéma, du téléfilm, de la série, de tout ce que vous voulez, il est toujours plus facile de créer une hype et un mystère, et de créer un prolongement plutôt que de terminer, et de clôturer et de résoudre un mystère. Et c'est peut-être pour ça aussi que Endgame est moins bon en fait que Infinity War, pas de beaucoup, mais il est quand même moins bon dans le sens où Endgame avait pour but de tout clôturer, tandis que Infinity War avait, entre gros guillemets, simplement pour rôle de tout prolonger. Pour ceux qui ont vu la série à l'époque, vous prenez la série Lost, c'est quelque chose qui nous a hypé de fou sur tout le long de la série. Et à la fin, déjà si tu arrives à comprendre c'est une bonne chose, mais en plus tu te dis que ça finit peut-être un petit peu en queue de poisson. Après il y a des mecs qui se sont amusés à analyser la série Lost, à comprendre, etc. Mais normalement la fin doit quand même être assez claire à tes yeux, à part si t'es sur un film à façon Inception ou je sais pas quoi, mais sinon non, ça doit être clair et c'était pas le cas. Parce que on en revient au fait que c'est toujours plus difficile de conclure que de poursuivre une histoire. Créer du mystère sur Thanos, mettre une victoire de Thanos dans Infinity War, c'était beaucoup plus facile que de clôturer l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de Thanos, eh bien je pense que Endgame souffre principalement d'un problème. Le problème, c'est le problème Thanos. Dès le début du film, le Thanos de Infinity War, il crève et il reviendra jamais celui-là. En fait, dans Avengers, on va partir dans un délire très similaire à celui de Dragon Ball Super. Je pense que voilà, la plupart vous connaissez Dragon Ball, vous connaissez ma chaîne YouTube. Avec Mirai Trunks, les timelines, tu retournes dans le passé, si tu modifies quelque chose, ça va créer une ligne de réalité parallèle, créer une nouvelle réalité, vous vous rappelez les anneaux du temps, etc. Il se passe, à très peu de choses près, la même chose dans Avengers si tu modifies le passé. Eh bien c'est sur ça qu'ils vont jouer dans ce film-là pour évincer le Thanos tout puissant de Infinity War. C'est-à-dire qu'on a passé une année à se demander comment ils allaient battre le Thanos de Infinity War. Eh bien en fait ils ont utilisé des astuces et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé, ou en tout cas c'était un aveu scénaristique de faiblesse des Avengers et un aveu de force de Thanos, de surpuissance, dans le sens où le Thanos de la fin de Infinity War, déjà physiquement vous avez vu, je trouvais ça incohérent, mais bon, on va dire que dans le canon des films, pour parler d'une certaine manière, le Thanos d'Infinity War est supérieur à Hulk physiquement, sans aucune pierre ou quoi, voilà, en 1 contre 1 il l'a défoncé, chose dans laquelle je ne crois pas vraiment dans les comics, mais bon là pourquoi pas. Et en plus de ça, ce Thanos de la fin de Infinity War à toutes les pierres de l'infini. Eh bien, je pensais que dans le film Avengers Endgame, on allait trouver d'une manière quelconque, je ne sais pas, avec une finesse, une intelligence scénaristique, un moyen de battre ce Thanos-là. Eh bien non, comme j'ai dit tout à l'heure, début du film, il crève. C'est-à-dire qu'on a tout fait dès le début du film pour nous montrer que Thanos a réalisé son rêve. Pour l'affaiblir scénaristiquement, on a fait en sorte que Thanos lui-même détruise les pierres de l'infini en utilisant les pierres de l'infini. Comme ça déjà, un gros power-up en moins. Tous les Avengers lui tombent dessus, il y a même Captain Marvel qui vient booster l'équipe, et Thanos se fait couper la tête vite fait par Thor.
Tout ça pourquoi? Pour mettre, oui, bien évidemment, un Thanos en tant qu'ennemi du film, mais un Thanos dans le passé, qui est donc un Thanos sans aucune pierre de l'infini. Ils ont fait tout ce cheminement-là pour que le même Thanos qu'au début du film Infinity War soit l'ennemi final de Endgame. Donc ils ont rétrogradé, ils ont rétro-pédalé sur le Thanos pour qu'il soit plus ou moins gérable par les Avengers, et même comme ça, vous avez vu que c'était chaud pour eux. Donc en soi, c'était un petit peu le problème Thanos, même si d'une certaine manière, ça donne une certaine splendeur à Thanos dans le sens où tu te dis, les Avengers, en faisant tout ce qu'ils veulent, bien évidemment, c'est aussi un cheat de la part de Thanos d'avoir les pierres, mais le Thanos fin Infinity War était imbattable d'après ce qu'on a compris et ce que le film nous montre lui-même. Sinon voilà, pour moi ça c'était le problème majeur du film. Il y a toujours 2-3 points sur lesquels je me questionne pas mal, comme le fait que Loki part avec le Tesseract là dans le passé. Je pense que c'est pour lancer la série Loki sur Disney+, mais il y a un autre truc qui m'interpelle aussi, c'est quand Thor, d'ailleurs j'ai vu beaucoup de monde crier au sujet de Thor parce qu'il est gros, la bière, etc. J'ai trouvé cool moi ce Thor là, j'ai trouvé drôle, et dans les phases de combat il était toujours présent, il répondait bien. Donc en fait ce Thor là m'a bien plu, c'était même lui le pilier humoristique du film, donc pourquoi pas. Mais en parlant de Thor, ce qui m'a dérangé par exemple, ou en tout cas, pas dérangé, c'est pas forcément une incohérence, mais c'est quelque chose d'inexpliqué, c'est que quand il repart dans Asgard à une certaine époque, il voit sa mère, eh bien tu as Thor d'une manière assez classe qui va appeler son propre marteau. Il va revenir, il va utiliser 2 marteaux, en donner un à Captain America. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout fait d'efforts sur certaines explications, comme le fait de comment Captain America puisse être, entre guillemets, éligible à porter le marteau. Ils ont montré vite fait une petite bribe de ça quand Captain America le faisait vibrer dans un précédent, je crois Avengers 2 peut-être, en nous montrant que peut-être un jour il pourrait le manier, mais les comics, eux, expliquent clairement pourquoi Captain America le fait, pourquoi est-ce qu'il le peut, tandis que dans ce film-là, ça va super vite, Thor dit « Ah, je savais que tu pouvais », mais bon, ça vole pas très haut, c'est un peu dommage et le film se perd des fois sur ces détails-là, mais pour revenir à mon histoire du marteau, je vais éviter de me perdre moi-même si je dis que le film se perd, eh bien ce fameux marteau, Thor l'emporte avec lui, mais le principe c'était bel et bien de ne pas changer l'ordre du passé pour pas créer de timeline et tout ça. Là, on est bien d'accord que Thor a privé l'ancien Thor du passé de son propre marteau, qu'il utilisait énormément dans les films Thor 1, 2, etc. Donc comment va faire le Thor du passé pour se débrouiller des menaces de l'époque s'il ne peut pas appeler son marteau? Est-ce que ça ne va pas causer la perte de l'ancien Thor? Ou est-ce que l'ancien Thor va devoir se débrouiller autrement, ce qui va créer une autre timeline? Est-ce que tout ça également est fait pour lancer la série Disney+, le fait que Loki part avec le Tesseract, plus le manque du marteau de Thor à l'époque, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça un petit peu creux. Et je vais pas en parler pendant 45 ans, mais des zones de creux comme ça, j'en ai trouvé un petit peu à droite à gauche dans le film, chose que je n'ai pas trouvé dans Infinity War. C'est pour ça que Infinity War, pour moi, je sais pas si je peux dire qu'il est parfait, mais en tout cas il s'en approche. Tandis que Endgame est excellent, mais il a des points où malheureusement il est un tout petit peu plus creux, ça manque de profondeur. Pourtant le film est très long, mais tu sens qu'il aurait peut-être fallu, au lieu de faire un film de 2h40, je crois, un truc comme ça, peut-être en faire 2 de 2h30, tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment conclure cette histoire comme il le faut, avec le maximum de détails possible, et que cette franchise-là mérite. Avant de partir, je me disais que presque 3 heures de film c'était peut-être beaucoup, mais une fois que tu y es, tu en demandes plus parce qu'il y a des choses qui malheureusement restent relativement évasives, comme à la fin du film, une fois que tout le monde est revenu. J'aurais bien aimé voir plus de relationnel entre les personnages qui se retrouvent entre eux. Certains retrouvent des versions alternatives, un petit peu comme Star-Lord qui retrouve une ancienne Gamora. On les voit un petit peu ensemble, mais ça va très vite en fait le déroulement. Pareil aussi, dans les points noirs du film, tu auras Nebula. Moi je trouve que c'est une grosse facilité d'avoir fait en sorte que Nebula peut se connecter à l'ancien Nebula. Et comme par hasard, Thanos va savoir que les Avengers du futur sont à sa recherche. Je trouve ça extrêmement facile, rapide, et à mes yeux, après vous allez peut-être me dire oui mais c'est comme ça dans les comics, je ne sais pas, mais à mes yeux il y avait certainement mieux à faire. Mais le film reste grandiose, tu restes hypé, tu sors du cinéma, t'as juste envie de le revoir. Il y a des moments d'émotion qui sont forts. Bien évidemment, les morts dans ce film-là, alors les morts sont fortes, celle de Natasha Black Widow et celle de Iron Man Tony Stark, mais bon, déjà, tu sens qu'il y a un gros déséquilibre entre la mort de Black Widow et celle de Tony Stark, surtout après, c'est-à-dire qu'il y a des putains d'hommages pour Iron Man, etc., tandis que pour Natasha, pas grand-chose en fait, ils en discutent un petit peu, mais sans plus, tandis que pour Iron Man, ils en font des caisses, même dans l'after-credit, tu entends Tony Stark en train de forger sa première armure, c'est pas un after-credit visuel, c'est juste sonore, et c'est cool qu'il fasse ça pour Iron Man, en plus c'est mon préféré de la bande, mais juste, si tu fais ça pour un, pourquoi tu ne le fais pas pour l'autre? Alors je sais, vous allez peut-être me dire, oui, Black Widow c'est pas Iron Man, etc., en termes d'impact, mais juste ce que je dis, c'est de ne pas la négliger non plus si tu la fais mourir, en fait, c'est ça que je voulais dire. Même si c'était War Machine ou un personnage plus secondaire, s'il meurt, tu l'oublies pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, il a fait partie de la quête, autant que ses amis et sa famille et ses proches ne l'oublient pas une fois la quête conclue et terminée, en partie grâce à elle, sans Natasha. Bon, l'autre se serait sacrifié aussi, la Ronin machin. Mais bon, vous m'avez compris dans l'idée quand même, elle a été déterminante.
Après sinon les personnages, franchement je les ai trouvés bien dans leur rôle, bien dans leur basket, je les ai trouvés bien liés chacun entre eux, ils avaient tous un bon rôle à l'intérieur. Ant-Man, j'arrivais pas du tout à accrocher dans les premiers films, mis à part un petit peu dans Civil War, mais à part ça j'arrivais pas dans ses propres films. Dans ce film-là, je trouve que l'acteur est bien meilleur, je trouve que Ant-Man a un vrai rôle intéressant, les interactions entre personnages sont bons, alors Captain Marvel est toujours aussi puissante et badass que dans les précédents, mais malheureusement ils l'ont mise en retrait dans ce film-là. Mais celui qui restera le plus en retrait, ça sera Hulk, disons-le. Je m'attendais à beaucoup, dans ma tête je théorisais beaucoup sur le fait que l'on aurait droit à Professeur Hulk, c'est-à-dire le mix entre la raison de Banner et la puissance de Hulk, et au final, sincèrement, mis à part le moment où Hulk met le gant de Thanos et qu'il peut supporter par rapport au gamma, etc., et le petit passage où il va voir l'ancienne sorcière, maîtresse, je sais plus quoi, de Doctor Strange, mis à part ça, et ça dure pas très longtemps, franchement, Banner, tu l'aurais laissé sous forme de Banner et non de Professeur Hulk, ça changeait strictement rien au film. Donc je me demande pourquoi avoir fait ça. Il se bat pas réellement, je m'attendais peut-être à une sorte de match retour face à Thanos au corps à corps, contre un fils de Thanos vu qu'il est de retour par rapport au passé, timeline et tout ça. Non, il n'y a rien eu. Pourquoi associer l'intelligence et la force si tu n'utilises 90% du film que l'intelligence? C'est un petit peu dommage en fait. En plus, Infinity War à mes yeux teasait beaucoup, je trouve, le fait que Banner aurait un grand défi à relever en se faisant entre gros guillemets ami avec sa part Hulk. Bon voilà, il y a des points comme ça dommages, mais je vous répète malgré tout que le film est grandiose, que le film vaut le coup d'aller le payer au cinéma. C'est vrai que le cinéma est cher de nos jours, mais malgré tout c'est un film qui en vaut la peine et qui conclut franchement très bien la saga. C'est juste que Infinity War a tellement monté haut nos attentes que le fait de redescendre un tout petit peu, tu vois, sur l'échelle, imaginons que t'es arrivé en haut de l'échelle avec Infinity War, tu vois, Endgame te fait monter de 1 ou 2 barreaux sur une échelle qui a peut-être 100 barreaux en tout, tu vois. Eh bien, même d'être tombé si peu, tu le ressens, parce qu'Infinity War avait touché le plafond, en fait, et tu t'en éloignes un petit peu avec Endgame. Mais après, je pense qu'il faut pas être ingrat, parce qu'il y a un énorme et gros travail qui a été fait sur ce Endgame, et je pense qu'il est réellement saluable. Alors, dans l'ensemble, ça sera mon avis à peu près, bien sûr, je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement sur ce Endgame. Il y a des personnages que je n'ai pas traités volontairement, etc. Je voulais quand même aller sur les principaux éléments de ma pensée, et on va transiter alors vers la partie Trône de Fer, épisode 3, saison 8, un épisode qui n'est pas la fin en fait, il marque la mi-saison en fait, mais qui a beaucoup résonné aux yeux et dans la tête de beaucoup, comme une fin de saison, même s'il nous reste encore 3 épisodes de mémoire, pour définitivement clôturer la saga. Après il y aura une série spin-off de mémoire qui va raconter la longue nuit, etc. Mais si cet épisode-là a résonné un petit peu comme une fin, c'est parce qu'il nous avait été teasé comme comportant des morts impactantes, comme étant émotionnellement fort, comme étant la plus grande bataille que l'on n'aurait jamais vue du cinéma, de la télé, etc. Comme étant un des moments les plus forts de la série et de tout le cinéma, de toute la télé confondue en fait. Et j'ai envie de vous dire que sur ce plan-là, le côté épique, le côté stylé, le côté bataille de ouf, le côté Seigneur des Anneaux x 1000, on y était. Le travail est rempli. Et d'ailleurs, vous avez bien remarqué que dans cette review-là, aussi bien que pour Avengers que pour Game of Thrones, je ne vous parle pas de l'aspect visuel, technique, bande-son, parce qu'en fait, on en atteint des sommets. Aussi bien Avengers que pour Trône de Fer, sur l'aspect réalisation, tout ce que vous voulez, j'ai trouvé qu'on atteignait des sommets, et que techniquement, c'était quasi parfait. C'est pour ça que je me focalise sur l'histoire et le scénario, parce que c'est là, pour moi, où il y a le plus matière à discuter. Ça fait, tourner nos esprits, etc. Mais je tenais quand même à souligner que pour les 2 œuvres confondues, c'était réussi techniquement. Vraiment, je le répète, et c'est important. Alors, vous avez compris que pour Avengers, même si j'ai pointé du doigt pas mal de points noirs, j'ai franchement adoré le film. Et je me languis vraiment de le revoir. Par contre, de l'autre côté, pour l'épisode 3 de Trône de Fer saison 8, eh bien, j'étais tristement déçu de ce que j'ai vu, parce que comme je viens de le dire, si je devais cocher des cases, tu sais, du style comme si j'étais un professeur d'école, du style est-ce que la bataille est bien, est-ce que les combats sont bien, est-ce que les chorégraphies de combat sont bien, je cocherais tout oui. Je mettrais un oui à tout. Tout était bien fait à ce niveau-là. J'ai pas du tout à me plaindre, la bataille était belle, les dragons avec une belle illumination, enfin tout ce que tu veux. Mais après, c'est quand on arrive dans le relationnel entre les personnages, le fond du scénario, l'écriture de cet épisode-là, que là, sincèrement, je ne peux être que déçu. J'ai terminé l'épisode, et d'un côté, j'étais content d'avoir vécu ce moment-là, qui pour moi est un moment clé. Je suis cette série depuis la saison 1, donc ça fait un petit moment quand même qu'elle est sortie. Et pour moi, c'était vraiment un moment super attendu. Ça fait tellement d'années qu'on utilise les marcheurs blancs et tout ça, que voilà, le dénouement avec eux était terriblement attendu. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce qu'ils vont mourir tous les marcheurs blancs dans cet épisode-là ou pas? Il y avait beaucoup de choses à régler, quelle est l'identité du roi de la nuit et compagnie. Et au final, il y a pas grand-chose qui est réglé en termes d'intrigue. Alors certes, la saison 6 de mémoire nous avait montré un petit peu plus sur la création du roi de la nuit, sur le fait qu'il soit le premier homme avec les enfants de la forêt, etc. Il y a eu un délire comme ça, mais c'est vrai qu'on s'attendait tous à plus, à une sorte de révélation un petit peu choc, quelque chose comme ça,
comme le fait que Jon Snow est un Targaryen, tu vois, ça c'est de la révélation. Déjà tout ça, tu peux te gratter parce que dans cet épisode-là, tu ne l'auras pas. Alors est-ce qu'ils ont fait le choix, et je trouverais ça triste qu'ils fassent ce choix-là, de réserver les détails sur le Roi de la Nuit, ses origines quand il était mortel, on va dire ça comme ça, pour le fameux spin-off sur la Longue Nuit. Vous risquez de me dire dans un commentaire, oui mais c'est normal, c'est pour le spin-off. Moi je vous dis que non, ce n'est pas normal. Tu as introduit ce personnage-là dans cette série-là, tu ne dois pas l'expliquer et le clôturer dans une autre série, c'est bizarre je trouve. Surtout si c'est un spin-off, je veux dire, si c'était juste Game of Thrones avec un sous-titre, tu vois, mais là ça va être un spin-off, c'est différent, ça parle limite d'autre chose, c'est plus dans le même contexte en plus. Ça sera peut-être même plus le même public. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont arrêter Trône de Fer après le dernier épisode de la saison 8 et ne plus regarder les spin-offs parce qu'après ça s'arrête là. Donc je pense que l'expérience scénaristique sur ces marcheurs blancs est loin d'être complète dans cette série-là. Peut-être que les 3 derniers épisodes vont nous en apprendre plus. Ça arrive souvent que dans la série, on développe un truc, puis plus tard dans un livre d'un maître ou quoi, on apprend des choses. Pourquoi pas, mais bon, peut-être que la défaite des marcheurs blancs va donner envie à certaines personnes du Nord de marcher au-delà du mur, fouiller. Vous savez, l'être humain est conquérant, donc peut-être qu'ils vont les conquérir par là-bas et trouver des choses, des vestiges des marcheurs blancs, qui va leur donner des indications sur en particulier l'origine de leur chef. C'est possible, mais j'y crois pas tellement. Je pense que si explication sur le Roi de la Nuit il y a, c'est si la suite de l'histoire sort un jour en livre, ou si on a cette fameuse série, le spin-off sur la Longue Nuit. Sans parler d'histoire, j'ai également été déçu du fait que ce Roi de la Nuit, on nous le tease tellement, et le mec s'est jamais battu. Désolé si j'ai des propos un petit peu barbares, mais ni lui, ni ces espèces de généraux, de commandants là ne se battent. En fait, il y a que les zombies là de base là qui se battent en mode Walking Dead ou je sais pas trop quoi, ils courent en masse, et ça fait son effet toujours. Mais pourquoi les boss ne se battent pas là-dedans? Alors je suis d'accord, ils font de l'anti-fan-service et tout ce qu'on veut, ils font en sorte de nous surprendre, mais l'effet de surprise doit être réussi, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est faire tout ce que les fans ne veulent pas, mais qu'en même temps rien ne rend bien, non, c'est pas ça, je veux dire, si vous prenez les premiers livres et les premières saisons du Trône de Fer, tout au long de la série, c'est rempli d'anti-fanservice, c'est rempli de choses qui vont à l'inverse total, à l'opposé total de ce que les fans voulaient. Mais pourtant, c'est d'une qualité sans nom. De tout l'anti-fanservice qu'il y a dans les premières saisons de Trône de Fer, il n'y a rien, en tout cas à titre personnel, rien que je trouve décevant. Par contre, dans cet épisode-là, c'est peut-être dû à l'absence de la main du maître, l'auteur derrière, qui a dû collaborer avec eux, etc. Je sais pas trop comment il travaille, vous me direz en zone commentaire, mais en tout cas, il n'y a pas le livre pour s'appuyer dessus. Peut-être que c'est ça, hein. Un petit peu l'effet Dragon Ball Super, dans le sens où il n'y a pas un manga purement fait par Toriyama derrière pour s'appuyer dessus. C'est peut-être ça le problème de fond, je ne sais pas. Mais le fanservice et l'anti-fanservice, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que si tu en mets juste pour en mettre, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, ça fait tomber la qualité de ton œuvre. Ça veut dire que je pense, en tout cas à titre personnel, que quand tu fais une histoire, tu dois penser à la qualité de ton histoire, à avoir un propos dans ton récit qui va faire voyager les esprits de vous, qui m'écoutez, les spectateurs de cette série-là, à donner une sensation de satisfaction ou de non-satisfaction. Rappelez-vous du personnage de Joffrey qui ne nous satisfaisait pas du tout, mais pourtant qui est un très bon personnage. Mais quelque chose de fort et non pas une sensation de déception. C'est-à-dire que, pour être encore plus clair, c'est-à-dire que si tu te dis « je vais mettre Jon Snow qui tue le Roi de la Nuit juste pour faire plaisir aux fans », eh bien ta motivation est mauvaise. Mais si, comme je l'ai senti dans cet épisode-là, tu te dis « je vais faire en sorte que Jon Snow soit perdu tout l'épisode et qu'il donne même pas un seul coup au Roi de la Nuit et que ça soit quelqu'un d'autre qui le tue juste pour faire de l'anti ce que veulent les fans », ben ce n'est pas bon non plus, parce que tu n'as pas eu la bonne méthode de réflexion à la base de vouloir créer une bonne histoire qui va développer de belles choses pour le spectateur. Peu importe que les choses soient tristes ou heureuses, qu'elles soient épiques ou pas, mais il faut que ces choses-là soient prenantes pour le spectateur. Et malheureusement là, dans cet épisode, outre le fait que techniquement il était super réussi, que le côté épique et gigantesque de la bataille était bon, mais au-delà de ça, c'était, à mes yeux en tout cas, rempli d'incohérences, ou plutôt je dirais de non-sens, on va dire ça comme ça, et c'était rempli aussi de mécanismes scénaristiques qui sont gros comme des camions et qui pour moi ne passent pas. Je vais vous dire un petit peu ce qui me vient en tête. Un des premiers trucs, c'était vers le début de la bataille. Alors j'ai bien aimé les Dothraki qui foncent, même si sincèrement, ça n'a strictement aucune logique. Pourquoi est-ce qu'ils envoient les Dothraki tout seuls ? Je vous rappelle qu'à la base, ils avaient même pas prévu d'allumer leurs armes. Il y a Mélisandra là, ou Mélisande, je sais plus quoi, qui pop un petit peu comme un Pokémon légendaire qui vient allumer leurs épées, ce qui leur donne un power-up, vous êtes d'accord avec moi ? Et même avec ça, ils se sont fait défoncer. C'était tellement logique que les Dothraki étaient en sous-nombre face aux zombies, et en plus ils leur foncent dessus en plein noir. Donc ça, c'était vraiment envoyer les Dothraki crever. J'ai pas compris pourquoi ils ne sont pas restés pour défendre leur base, le siège qu'ils étaient en train de défendre. Après ça, le plan part en cacahuète, Daenerys part avec son dragon et compagnie. Bon, pourquoi pas, ça arrive toujours que le plan saute, etc. Mais derrière, je me demandais pourquoi les dragons partent extrêmement loin, arrosés du zombie. Et pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas un petit peu plus proches pour cramer les zombies qui attaquent massivement Winterfell. Alors je suis pas con non plus, je vous dis pas qu'ils doivent venir
tout proche, parce que sinon ils auraient cramé les Immaculés et compagnie avec. Mais quand même, vous les avez vus à quel point ils se sont barrés loin, les dragons, on avait du mal à les voir limite. Je pense qu'il fallait laisser les Immaculés se débarrasser de ce qui reste, tu vois, de ce qui peut traverser encore, de ce que les dragons n'ont pas pu battre, mais les dragons ne devaient pas s'éloigner non plus, sinon ça faisait trop de boulot pour les Immaculés, le peuple du Nord et compagnie. Et bien évidemment que dans ce cercle-là qui défendait Winterfell, les Dothraki auraient dû être éparpillés là-dedans, et non pas lancer une sorte d'assaut suicide comme ça. Autre chose que j'ai trouvé décevant dans cet épisode-là, c'était déjà qu'on nous a teasé sur le fait qu'il y aurait des morts importantes, impactantes. Alors oui, bon, il y a l'autre, désolé, je me rappelle plus son nom, celui qui obéit au maître de la lumière, qui enflamme toujours son épée. Le mec, il est mort 19 fois, la 20e, c'était sûr qu'il allait crever. Tu as Mélisandre qui crève, et franchement, celle-là, c'est pas celle qui va me faire le plus de peine. Tu as Jorah, tu as Théon, tu as la petite Mormont, tu as le roi de la nuit. Alors oui, la seule mort impactante, à mes yeux, réellement, c'est le roi de la nuit. Après, Théon, je trouve qu'il avait fait son job dans la série. Au début gentil, ensuite méchant. Ensuite, il a été martyrisé, ensuite il a été un lâche, et maintenant il s'est repenti de tout. Ses péchés ont été lavés d'une certaine manière, donc c'était presque logique que tu ne pouvais plus rien tirer du personnage, il est mort. Jorah, il a atteint un âge relativement avancé, vous avez vu que dans la série, on arrive rarement vieux, donc lui il avait plutôt vécu, et s'est sacrifié d'une belle manière. La petite, elle a 6 ans, je sais plus combien, et elle défonce un géant, ça fait son petit effet, mais sincèrement, les grandes morts impactantes, je ne les ai pas vues là, et j'ai même vu qu'ils ont tout fait pour les écarter. Vous pouvez vous remater l'épisode, à plusieurs moments de la bataille, vous verrez des personnages totalement aléatoires qu'on connaît pas, des figurants, vous voyez dans la série, qui se font absorber par 3, 4, 5, 6 ou plus zombies, et ils se font totalement laminer. Par contre, est-ce que vous avez remarqué dans l'épisode que quand c'est Jaime, quand c'est Brienne, etc., qui se font absorber, on voit même plus leur visage tellement il y a des zombies autour d'eux, ils en ressortent comme neufs. Les zombies ne leur ont rien fait au visage, n'ont pas arraché un seul bout de peau, n'ont pas croqué dedans, n'ont pas utilisé une arme contre eux, absolument rien. Il y a quelqu'un qui arrive par magie, qui les tire de la foule de zombies, et tout va bien, on reprend de plus belle. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon, Jaime et Brienne, et je vous dis Jaime et Brienne, mais vous prenez tous les personnages importants, le Limier et compagnie, ils ne crèveront pas. Bien évidemment qu'ils leur réservent un sort tout autre pour Cersei, Jaime, Cersei et compagnie, mais bon, quand on me promet des morts impactantes, je m'attends un petit peu plus que Mélisandre, Théon. Je pense que vous me comprenez, j'aime beaucoup ces personnages-là, mais surtout Théon que j'affectionnais parce que je trouvais bien écrit. Mais bon, voilà, ça va pas plus haut que ça. Quand la série te tue Ned Stark dès la première saison ou la deuxième, je me rappelle plus, je crois que c'était la première, et que là, tu vois ça dans la plus grande bataille de toute l'œuvre, il y a une énorme masse de morts, mais dans les morts importantes à nos yeux de spectateurs, il n'y en a pas énormément en fait, tu te poses des questions. Est-ce que, encore une fois, le manque de l'auteur original derrière cause du problème à cette œuvre-là? Je me pose sincèrement la question. Et encore une fois, retenez ce que j'ai dit pour Avengers, il est plus facile de poursuivre une histoire que de la conclure. Et cet épisode-là, le 3, et cette saison en plus, ont la tâche de conclure beaucoup de choses. Et encore une fois, vous remarquez que ça pêche, parce que c'est toujours plus difficile à faire de conclure, de terminer, de donner une fin propre à une histoire. Et malheureusement, même les plus grands noms du cinéma, de la télé, etc., ont du mal avec ça, et je l'ai constaté dans cet épisode-là. Ce que je viens de vous dire, c'est pareil dans la crypte. C'était une très bonne idée. Enfin, c'était con de leur part de se cacher dans la crypte alors que le roi de la nuit arrive. Mais le fait de faire ressortir les morts, etc., c'était cool. Mais vous avez vu que dans les personnages importants dans cette crypte-là, personne n'est mort. Sansa avait une arme en ver dragon, je ne sais plus quoi. Il aurait pu avoir un petit script pour faire en sorte qu'elle tue un mort-vivant. Tu vois, ça aurait donné un minimum d'action. Genre, elle l'aurait planté sans trop faire exprès ou quoi, mais elle l'aurait quand même sauvé Tyrion ou la femme de Sam ou je ne sais pas qui. Et non, il n'y a pas eu, ça aurait été clairement le moyen et le moment de le faire. Tyrion, il n'y a rien eu non plus. La femme de Sam, l'enfant de Sam, je m'attendais pourquoi pas à ce qu'il y ait quelque chose de triste avec eux pour endurcir le personnage de Sam, faire que ce personnage-là devienne plus tard maître, qu'il ait perdu sa famille, qu'il soit un petit peu la mémoire de ce monde-là à sa manière. Et non plus. Dans la crypte, les seuls personnages qui meurent, ce sont encore une fois des personnages totalement random, qui ne servent à rien dans l'histoire, on les a limite jamais vus, c'est des figurants. Tout à l'heure je vous parlais des dragons, bien tout au long de la série, j'ai trouvé que les dragons étaient importants et intéressants dans la série, mais là dans cet épisode-là, j'ai senti que c'était la même chose que Thanos. Les dragons sont trop puissants, on va tout faire, le maximum possible pour les mettre de côté. En fin de saison 7 de mémoire, t'as un roi de la nuit sur Viserion, zombifié qui pète le mur, franchement le mur, tu sais à quoi il ressemble, il le pète facilement. Là, Winterfell, il a pété une petite paroi, je sais pas quoi, mais après le dragon, il est parti faire autre chose. Pourquoi est-ce qu'il a pas défoncé Winterfell? Après, même s'il y a la tempête et tout ça, mais sincèrement, c'est des conneries ça quand même. Le roi de la nuit, là, quand il a levé une tempête pour baisser la visibilité, t'as Jon et Daenerys qui sont au-delà des nuages parce qu'ils sont tellement paumés qu'il y a que là où ils y voient quelque chose. Je trouve ça franchement ridicule. Je veux bien qu'ils galèrent sous la tempête, mais franchement, si tu voles pas très loin du ras du sol, tu vois où tu es. Je suis sûr que le dragon voit très bien où il est. Leur manière, la Jon et Daenerys voient très bien où ils sont, ils peuvent les guider.
il y avait quelque chose à faire. Mais non, il fallait les mettre de côté, tout comme celui du Roi de la Nuit a été mis de côté aussi. Je trouve ça dommage. En parlant de personnages mis de côté, Jon Snow, à quoi a-t-il servi? Sincèrement, je m'attendais à ce qu'il ne tue pas le Roi de la Nuit, c'était trop voulu par les fans, etc. C'était trop téléphoné, c'était trop facile. Mais je m'attendais à ce qu'il serve à quelque chose, pas à ce qu'il se batte contre des gars random et lambda encore une fois. En parlant d'adversaires qui auraient pu être intéressants pour des personnages un petit peu plus intéressants comme Jon, comme Jaime, comme le limier, comme Brienne, il y avait les fameux commandants généraux, je ne sais pas comment on les appelle, là, les mecs avec des cheveux longs qui portent une armure qui ont l'air un petit peu plus haut dans la hiérarchie des marcheurs blancs. Ils ont strictement rien foutu ceux-là. Alors vous allez me dire que c'est risqué, parce que si tu en tues un, il y a tous ces hommes qui sont sous son commandement qui meurent. Mais en même temps, envoyer le Roi de la Nuit en première ligne directement, vous l'avez vu avec Arya qui l'a planté, c'est pas non plus le plan le moins risqué, tu vois. Donc je pense que le Roi de la Nuit aurait dû rester plus en retrait, avant d'y aller lui-même, tenter quand même quelques actions grâce à ses généraux. Je pense qu'ils sont quand même puissants, quand tu vois que le Roi de la Nuit, il balance une lance et il transperce la peau d'un dragon. Quand tu vois qu'avec une lance, il a carrément transpercé l'armure de Théon devant et derrière, et qu'il a transpercé le corps de Théon, bien entendu. Donc je pense que ces gars-là ont une force surhumaine, et que dans des combats 1 contre 1, ils auraient quand même pu faire de gros dégâts face à des Brienne et compagnie qui sont les plus fines lames qu'on avait dans cette bataille-là. Mais non, ils n'ont servi à rien, ils se sont mis en retrait. En parlant de personnages qui, à mes yeux, n'a pas servi, mais ça, avant de juger, j'attends de voir la suite de la série, c'est Bran. Qu'est-ce que Bran a foutu? Alors oui, bien évidemment qu'il a servi de piège, etc. pour le Roi de la Nuit, ça c'est cool. Il a donné la dague à Arya pour qu'elle puisse terminer le plan, c'est cool. Mais dans l'épisode, quand il dit « bon j'y vais » et qu'il se transforme en corbeau, enfin il prend possession d'un corbeau, à quoi est-ce qu'il sert sincèrement les devins à ce moment-là? Dites-le moi. Est-ce qu'il est parti appeler quelqu'un? Est-ce qu'il a transmis un message à quelqu'un? Parce que s'il n'a pas fait ça, à quoi a-t-il servi? Sincèrement, j'en ai strictement aucune idée. Je m'attendais peut-être à ce qu'ils prennent possession de Ghost, le loup de Jon, à ce qu'ils prennent possession du dragon sur lequel se trouvait Jon. Comme ça, on aurait une symbolique, la bataille de 2 frères, tu vois, qui vont se lier contre le Roi de la Nuit ou quoi. Non. Je vous rappelle quand même que Bran a déjà pris possession de Hodor, donc prendre possession d'un loup ou d'un dragon, je pense pas que ça soit impossible. Peut-être que par la suite ça nous sera dit, parce que quelqu'un qui a été appelé par Bran va rappliquer ou quoi pour les aider. Bon, on met de côté ça, mais malgré tout, il m'a l'air d'avoir servi à rien celui-là. Et après, j'ai plus ou moins fait le tour. Alors Daenerys, j'ai vu qu'elle était beaucoup critiquée, sincèrement. Alors elle a fait de grosses erreurs stratégiques dans l'épisode, mais mis à part ça, ça va, parce qu'après elle était paumée au même titre que Jon dans les nuages, donc je peux pas en vouloir plus à elle qu'à Jon d'être paumée dans les nuages. Et après, une fois au sol, beaucoup se plaignaient qu'elle n'arrivait pas à grand chose avec une épée, qu'elle était incompétente. Bon, déjà on le savait, de base qu'elle était incompétente au combat, au corps à corps et tout ça. Mais malgré tout, elle a pété la gueule à quelques zombies. Bien évidemment que si elle était seule sans Jorah, elle se serait faite bouffer dans tous les sens, mais malgré tout, bon, elle s'est pas faite croquer non plus, elle a mis 2-3 coups d'épée qui ont été décisifs sur certains zombies qui l'attaquaient. C'était pas si mal que ça, mais bon, malgré tout, elle était aussi en retrait dans cet épisode-là. Sinon, pour conclure, sur quelque chose qui m'a déçu, qui m'a plu, bien évidemment, mais qui m'a déçu aussi, c'est le passage de Arya contre le Roi de la Nuit. Alors en soi, les devins, le fait que Arya tue le Roi de la Nuit, ça me dérange pas. Même ça me plaît, tu vois, ça donne un beau développement à Arya, c'est un des personnages que je préfère dans la série. On l'a suivi depuis qu'elle est toute petite, on l'a vu passer par vraiment tous ses états, surtout si vous avez vu le précédent épisode. Un personnage qui est passé de la petite fille mignonne à la fille cool badass, parce que avec ses entraînements, elle te fait limite des ninjutsu et tout, tu vois, elle fait des trucs de ouf. Donc c'était cool, et tu t'attendais que, en plus de s'en prendre à des mortels, qu'elle puisse s'en prendre à des êtres un petit peu plus fantastiques dans la série. Et là, c'est vrai que c'était le moment parfait. Mais malgré tout, la manière dont c'est mis en scène et la rapidité avec laquelle c'est fait, c'est assez étrange. Alors je veux bien accepter que Arya ait pu se fondre dans la masse et passer au travers de la masse de zombies derrière elle qui attendaient. Le fait qu'elle passe sous le regard des généraux, les mecs, là je le redis, aux cheveux longs, les marcheurs blancs, du Roi de la Nuit, je commence à y croire un petit peu moins, mais bon, allez, pourquoi pas. Mais le fait qu'elle arrive par en haut, comme si elle avait sauté d'un toit ou je sais pas quoi, ça, sincèrement, déjà, j'arrive pas à l'expliquer. Rematez ce passage-là, elle arrive vraiment très très haut, d'où est-ce qu'elle a pris l'élan pour faire ça? De où elle est partie? Alors c'est juste un effet de mise en scène pour le rendre le passage cool, mais c'est pas cohérent. Et en plus, la confrontation Arya-Roi de la Nuit, c'était cool parce que le Roi de la Nuit est un des rares qui a pu anticiper le mouvement de Arya. Il a pu la bloquer, etc. Alors que d'habitude, dans ces cas-là, normalement, elle surprend tout le monde, elle les plante et c'est fini. Et elle a juste à faire une ruse à la con, je laisse tomber mon arme et bam, je te plante en plein milieu. Sincèrement, dites-moi dans un commentaire, est-ce que ça pour vous, c'était pas décevant? Pas le fait que ça soit Arya qui le fasse. Ça aurait pu être Jon ou qui vous voulez. Si ça se passait comme ça, pour moi, ça ne vaut rien. Ces personnages-là, ces marcheurs blancs, ces zombies, on nous les a tellement teasés, déjà je me suis longuement demandé à quoi ils servaient,
Est-ce qu'ils étaient là pour concurrencer d'une certaine manière Walking Dead ou pas? Parce que franchement, l'histoire de Trône de Fer n'a pas besoin de eux. Et vous avez bien vu qu'à partir de l'épisode 4, on va revenir sur la base de Trône de Fer, c'est-à-dire le jeu de trône, avec Cersei et compagnie. C'était ça, moi, qui m'a mis en haleine sur la série, c'était pas les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs se sont greffés à l'histoire de base. Mais une fois qu'ils étaient là, qu'on les a vus pendant, je sais pas, peut-être 4 saisons ou plus, et que tu arrives sur la bataille finale, ben déjà je m'attendais à ce qu'il y ait un brin de bataille de la part, au moins du chef, mais non, hein, il aura rien fait. Et surtout que ça ne prenne pas 30 secondes montre en main. Qu'il y ait un minimum de développement, qu'il y ait un minimum d'échange. On a vu Arya se battre au corps à corps contre Brienne, donc on a vu que Arya était capable de faire limite jeu égal, hein, voire même battre, on ne sait pas trop, une personne qui a beaucoup plus de force physique que elle. Je dis pas que ça devait partir en 1 vs 1, etc., mais quand même, quelques échanges, quelques esquives, quelques contres, quelques coups qui sont posés de chacun des deux côtés auraient été intéressants entre Arya et ce fameux roi de la nuit. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Le long moment, et très long moment, j'ai même envie de dire, la musique était cool, vraiment. Mais bon, le long moment où ce roi de la nuit et Bran se regardent droit dans les yeux et qu'ils se disent pas un mot, alors que le roi de la nuit dise rien, c'est peut-être parce qu'ils parlent pas, hein, parce qu'ils ont peut-être pas de langage, ils ont perdu le langage ou quoi. Mais pourquoi est-ce que Bran ne le lui dit rien? Pourquoi est-ce que Bran, à ce moment-là, n'a pas fait une révélation quelconque ou n'a pas fait une phrase qui aurait pu nous mettre sur la piste de quelque chose, pour comprendre quelque chose? C'était le moment clé, et je trouve qu'ils n'ont pas mis la clé dans la serrure pour ouvrir quelque chose et nous envoyer quelque chose en pleine tête. Et c'est pour ça, et pour ces points multiples, que je suis déçu de cet épisode-là, que je suis très content que les prochains épisodes, qui sont les 3 derniers, donc ça risque d'être décevant vu que ça va aller très vite, eh bien se focalisent sur ce qui est la base de la série, le jeu de trône et tout ce qui va avec. Mais si je suis déçu pour les marcheurs blancs, c'est déjà parce que je suis fan de la série, parce que j'étais fan de cette menace-là qu'ils représentaient, et parce qu'on nous les promettait depuis tellement longtemps que c'est retombé comme un soufflet. La partie bataille s'est déroulée comme on s'y attendait, mais la partie relationnelle entre les personnages clés et majeurs du camp, des alliés et des ennemis ne s'est pas du tout déroulée d'une belle manière. Donc bien évidemment, les devins, ceci n'est que mon avis, un avis qui est pour moi très positif du côté de Avengers, un avis qui est quand même bien négatif du côté de Trône de Fer, et qui est frustrant en même temps parce que c'est un bon épisode, mais qui en même temps n'est pas bon. C'est bizarre comme sensation, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi ou pas. Dans tous les cas, que vous soyez d'accord ou pas, vous me le dites avec du respect en zone commentaire. Pour ma part, je vous remercie tous. Bien évidemment, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos, très probablement sur Dragon Ball Super, comme la tradition le veut. Ma page Utip est en description si vous souhaitez me soutenir gratuitement. Gratuitement, il y a aussi le pouce bleu sur cette vidéo-là qui m'aidera très facilement. Merci infiniment à vous tous qui me soutiendrez là-dedans. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.